Un attentat terroriste à l'issue d'un concert à Manchester, un bilan très lourd d'au moins 22 morts et de très nombreux blessés. L'auteur est un Britannique d'origine libyenne. L'enquête est en cours. Le groupe terroriste État islamique a revendiqué aujourd'hui l'attentat. Alors nous allons évoquer ce soir, avec un peu plus de recul, différents aspects, dont les conséquences en termes de sécurité en Europe et plus singulièrement chez nous en France. Nous insisterons aussi sur cette menace omniprésente dans nos sociétés. Pour en parler, je vous présente nos invités ce soir. Samia Maktouf, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate, vous défendez de nombreuses familles victimes du terrorisme. Nous accompagne également Qatar Aboudia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de géopolitique, enseignant à l'Université de Paris-Sud. Christian Cambon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Et nous accompagne également Nicolas Bouzou, bonsoir. Vous êtes économiste, alors c'est vrai que ce n'est pas votre, domaine de compétences, mais vous avez publié aujourd'hui une tribune remarquée dans le Figaro intitulée « Manchester, une ville symbole de la liberté » dont nous allons parler. Je vous propose d'abord, Madame, Messieurs, de revenir sur les récents attentats en Grande-Bretagne, une cible privilégiée, tout comme la France. On voit tout cela avec Héloïse Grégoire. Au cours des 10 dernières années, la Grande-Bretagne a été particulièrement touchée par les attaques terroristes. Celle de Manchester hier soir est la plus meurtrière depuis 12 ans. La plus grave attaque du pays date du 7 juillet 2005 où les transports londoniens sont ciblés par 4 kamikazes. Le bilan 700 blessés et 56 morts revendiqué par un groupe proche d'Al-Qaïda. Puis juin 2007 et mai 2013 où un soldat est tué à Londres. Décembre 2015, à l'est de la capitale, une station de métro est de nouveau touchée. Le 22 mars dernier, un homme fonce dans la foule avec son véhicule sur le pont de Westminster et poignarde un policier devant le Parlement. Cette attaque revendiquée par l'État islamique fait 5 morts. L'attentat du Manchester Arena hier soir s'est produit 2 mois, jour pour jour, après celle du pont de Westminster. Actuellement, le bilan est de 22 morts et au moins 59 blessés, parmi lesquels une douzaine d'enfants. Cet après-midi, l'État islamique a revendiqué l'attaque dans un communiqué. Selon les autorités britanniques, l'assaillant aurait été identifié. Il a 22 ans et il s'appelle Salman Abedi. Et d'abord, ce soir, Maître Samia Maktouf, évidemment, on pense d'abord aux familles qui ont perdu un être cher, pour certains un enfant, car il y avait de nombreux adolescents à ce concert. Vous accompagnez-vous des familles dans un très long chemin, pas seulement judiciaire, mais aussi plus largement un chemin de reconstruction dans la douleur. Ces familles britanniques, comme celles que vous défendez, Maître, font face à la barbarie, sans explication, à un acte qui frappe à l'aveugle. C'est toujours le plus dur à comprendre. C'est extrêmement dur, parce que cette terreur qui s'inscrit dans la droite ligne de revendication de Daesh et de ce qui a été appelé par El Adnani, le ministre de la terreur de Daesh. Cette terreur, elle est vécue aujourd'hui à nouveau. Moi, j'ai eu aujourd'hui certaines des victimes, des clients qui étaient au Bataclan, qui étaient au Stade de France. De Nice également, il y a 2 personnes qui m'ont appelé de Nice. C'est une douleur qui est vécue au quotidien. Et ce qui s'est passé à Manchester, malheureusement, n'aide pas ces victimes à penser leur douleur et avancer, parce que c'est très très dur. Vous savez, le chemin des victimes, le chemin qu'ils doivent accomplir est extrêmement lent et il est bordé de différentes complications. Ce n'est pas facile, il faut faire face à des démarches administratives. Oui, il y a eu des améliorations depuis la création du secrétariat d'État à l'aide aux victimes, mais pour autant, le chemin reste lent et les victimes sont seules. Et malheureusement, il faut le dire, même s'il y a eu des améliorations, les victimes restent encore seules, ainsi que leurs proches. On va en parler. On va parler de ce long chemin douloureux. Christian Cambon, cet attentat rappelle aussi tragiquement que la menace terroriste est partout, qu'elle est toujours omniprésente dans nos sociétés. Personne ne l'oublie, même si ces questions n'ont pas forcément beaucoup marqué. Ça peut nous interpeller. La campagne présidentielle dont nous sortons, des débats qui auraient dû être au cœur, justement, de ce moment démocratique s'il en est, on a l'impression qu'ils n'ont pas été abordés et qu'ils éclatent aujourd'hui, tragiquement, quand il y a une telle onde de choc. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les grands thèmes qui agitent nos sociétés n'ont pas fait l'objet d'une grande attention de part et d'autre au cours de cette campagne. Et il faut des événements aussi tragiques,
indicible dans l'horreur pour nous rappeler que malheureusement le mécanisme du terrorisme n'est pas stoppé et que nous n'avons au jour d'aujourd'hui, ni à droite, ni à gauche, ni nulle part, la solution miracle pour interrompre ce cauchemar. Donc, il est très triste, effectivement, que de tels événements nous rappellent à l'obligation que nous avons tous, où que nous soyons, dans quelque responsabilité que nous soyons, de trouver les moyens de se mobiliser. C'est effectivement une interpellation très violente pour le nouveau président de la République qui vient d'entrer en fonction. Je crois que dans ces moments, il n'y a plus ni droite, ni gauche, ni quoi que ce soit. Il y a la volonté de chercher les voies pour combattre et combattre ensemble. Je pense que le débat reviendra sur ce point. Un pays ne peut pas seul répondre à ces attentats effroyables. Et là encore, il y a du chemin à faire pour qu'on se mette tous ensemble en ordre de marche. Je rappelle qu'à l'époque, Mme Clinton savait mieux ce qui se passait dans les services belges que les services français eux-mêmes. Donc je crois qu'on a encore du chemin à faire pour maîtriser cet enchaînement qui est peut-être encore plus terrible aujourd'hui puisqu'il illustre en plus une nouvelle forme. Lorsque vous êtes contrôlé, c'est à l'entrée des spectacles. On n'a jamais contrôlé à la sortie. On faisait les aéroports, ça a été aussi les restaurants. Enfin, à chaque fois, on a l'impression qu'on découvre un chapitre nouveau dans l'horreur et une nouvelle façon de provoquer cette inhumanité à la face du monde. Mais justement, insistons sur ce mode opératoire Qatar-Abu Diab, choix du lieu, des cibles, tout est calculé. Et puis, comme le dit le sénateur Cambon, à l'extérieur, aux abords de la salle de concert, peut-être le moment où il y a moins de vigilance, moins de prudence, moins d'attention finalement, puisque le spectacle est terminé. Exactement. Ce qui s'est passé à Manchester nous rappelle très bien les Bataclan, nous rappelle Orlando, les États-Unis, même la Turquie à la veille de Nouvel An. Donc, ce sont les endroits de la vie. C'est la vie qui est visée, c'est la joie qui est visée, c'est une culture ou un style de vie qui sont visés. Ce sont des barbares qui n'aiment pas la vie et qui veulent imposer leur style de vie. Et ils changent les modes opératoires, c'est comme les voyous. Ils tentent de trouver toujours un moyen de s'infiltrer et pour échapper à la vigilance. Et pour cela, donc, c'est très compliqué. Il n'y a pas une sécurité absolue. Toujours, l'attentat qu'on met en échec, on le met en échec d'une façon préventive, pas au cours de l'attentat. C'est triste à le dire. Pour cela, elle n'a pas marqué la campagne présidentielle, l'histoire du terrorisme, car ça devient quelque chose au quotidien. C'est une guerre déclarée à nous, au quotidien, avec beaucoup de formes. Et ces gens-là, hier, le président Trump, au cours du sommet qui s'est tenu à Riyad, il a dit que 95% des victimes sont des musulmans. Mais quand même, en Europe, on essaye, à travers ces attentats, que Daesh, qui est sous pression sur ces terres là-bas, tente de dire qu'il est toujours présent. Et il est fort possible que même ces personnages qui ont commis ces terribles attentats ne participent pas à Daesh, mais que Daesh saute sur l'occasion pour tenter de donner une parenté et de faire plus de notre vie un cauchemar. On va s'arrêter sur l'un des points de votre argumentaire. Vous avez dit c'est un attentat contre la vie, forcément, et contre la liberté. C'est ce qui a animé, en tous les cas, votre volonté d'écrire cette tribune, Nicolas Bouzou. Les grandes capitales, celles qui sont visées, les grandes villes frappées, et une signification particulière pour le cas de Manchester. Pourquoi? Dites-nous. Mais Manchester, quand on s'y promène, on voit que ce n'est pas une ville comme les autres, et ça a toujours été une ville différente. Au fond, ce qui singularise la civilisation européenne, c'est trois choses. C'est le développement économique et l'innovation, le développement économique et social, l'égalité homme-femme et plus globalement la liberté sexuelle, et puis une sorte d'avant-gardisme culturel. Et à Manchester, depuis 2 siècles, vous avez ces 3 éléments qui sont réunis de façon extrêmement forte. Manchester, ça a été la ville la plus riche du 19e siècle.
d'abord dans le coton, à la fin du 19e siècle dans le secteur de l'automobile. Rolls-Royce, c'est une entreprise qui a été créée à Manchester. La Ford T, la première grande voiture qui était produite pour l'Europe, elle était produite pour le marché européen à Manchester. Et encore aujourd'hui, Manchester est une ville extrêmement dynamique. On a en tête les films de Ken Loach, on a en tête The Full Monty ou Billy Elliot. Mais en réalité, c'est une ville aujourd'hui qui crée énormément d'emplois avec une université qui est l'une des plus prestigieuses. Deuxième point, donc, ville du féminisme. Dès le 19e siècle, les grands combats féministes se passent à Manchester. Une communauté gay, homosexuelle, qui a pu se montrer au grand jour extrêmement tôt. Et quand vous vous promenez dans Manchester, vous voyez bien les relations entre les garçons et les filles, entre les hommes homosexuels, les femmes homosexuelles. Vous voyez que tout ceci éclate au grand jour. Et puis, bien évidemment, et ça, je trouve que c'est absolument fascinant et ça rend l'attentat d'hier extrêmement touchant. C'est l'une des principales villes de la pop musique. Le punk, les Sex Pistols sont joués pour la première fois à Manchester. Le début des années 80, c'est vraiment l'explosion de beaucoup de très grands groupes pop, les Smiths, les Happy Mondays, tout ce qui va signifier ce qu'on appelle la scène Manchester. Et ça, vous avez l'une des plus grandes boîtes de nuit d'Angleterre qui s'appelle l'Hacienda, qui a été fermée maintenant, mais était à Manchester. On n'est pas très loin de Liverpool, faut pas l'oublier. Donc vous avez une sorte d'environnement de la pop musique. Et donc quand vous vous promenez dans Manchester encore aujourd'hui, vous ressentez cette vibration tout à fait particulière qui fait de Manchester... Depuis des siècles, elle incarne la capacité d'une ville libre qui se réinvente sans cesse. Et en plus, aujourd'hui, c'est une ville où une bonne communauté musulmane s'est concentrée, et notamment libyenne, ce qui rend cet attentat encore plus terrible et plus triste. Bien sûr. Et Manchester, c'est une ville qui a connu un chemin extrêmement chaotique, notamment du point de vue économique et social. Le début des années 80, les années Thatcher ont été extrêmement difficiles, la désindustrialisation. Mais c'est une ville qui s'est transformée en permanence. Et le paradoxe, c'est ce que je dis dans l'article, c'est que bien que le Royaume-Uni soit sorti de l'Union européenne, alors Manchester a voté pour le Remain, a voté très largement comme Londres pour le Remain, mais la ville de fait ne sera plus dans l'Union européenne dans quelques années, et pourtant c'est une ville qui incarne incroyablement bien la civilisation européenne. Ce que nous aimons dans la civilisation européenne, c'est présent à la puissance 10 à Manchester. On va parler des conséquences du Brexit, peut-être en termes d'ailleurs dans le domaine du renseignement. D'abord, on va écouter les mots forts, forcément, les propos de Theresa May aujourd'hui. Il ne fait aucun doute que les gens de Manchester et de ce pays ont été victimes d'une attaque terroriste épouvantable. Une attaque qui a visé de nombreux jeunes de notre société et qui était froidement préméditée. C'était l'un des pires incidents terroristes que nous avons jamais connus au Royaume-Uni. Et je reviens à ce que vous disiez, Samia Maktoum, vous avez fait le lien avec les familles de victimes d'attentats en France que vous défendez. Un attentat qui frappe Manchester, comme ceux qui ont frappé Berlin et Paris. Ils ont ce caractère aujourd'hui qui est universel, qui nous touche tous. La menace est présente partout, on le sait, mais on le voit aussi par ce lien difficile, terrible dans la douleur des familles des victimes. Oui, c'est quelque chose qui unit l'ensemble des familles. Mais je voudrais au préalable, si vous permettez, revenir d'un mot sur le caractère de cette terreur qui frappe. Cette terreur qui frappe, elle a déjà souligné son envergure, ses contours, sa manière. Et ça a été signé depuis 2012. Excusez-moi de revenir aux attentats de Mohamed Merah depuis 2012. Mohamed Merah, en 2012, a dit ce que vous avez écrit, monsieur, aujourd'hui dans votre tribune, « J'aime la mort, vous aimez la vie ». Cette fascination et cette culture de la vie, elle a été dessinée. On avait la feuille de route des terroristes depuis 2012. On a attendu 2015 pour commencer à dire « c'est grave ». Mais rien n'a changé. Aujourd'hui, pour faire allégeance à Daesh, avant, ça se faisait avec un passage en Syrie, un apprentissage de la langue arabe et le maniement des armes. Aujourd'hui, de n'importe où vous vous trouvez sur cette terre, vous pouvez faire allégeance. Par les réseaux sociaux, vous pouvez faire allégeance. Ce que je veux dire, c'est que la méthode de Daesh n'a pas changé. C'est nos méthodes qui ne se sont pas adaptées. Et ils ne se sont pas adaptés parce qu'il y avait une écriture, il y avait un décryptage qui est toujours en retard. Les djihadistes ont toujours un pas ou deux pas, ou voire trois d'avance sur nous. Donc oui, il est temps qu'on
se pose et qu'on tire les leçons et qu'on dise que s'est-il passé. Aujourd'hui, les victimes, ils sont toujours dans l'attente d'une réponse à une seule question. Pourquoi nos enfants? Pourquoi sont-ils morts? Pourquoi n'a-t-on rien fait pour les tuer? Il y a une maman dont le son résonne dans mon oreille. Elle me dit « Mon fils est mort à 24 ans. » Mais ce n'était pas une fatalité. Il n'est pas mort dans un accident de voiture. Il est mort parce que la France a été ciblée. Aujourd'hui, c'est la liberté qui a été ciblée. Aujourd'hui, les terroristes sont autour de nous. Ils vivent en nous. C'est comme un être humain qui vit avec un cancer. Le cancer est en nous. Alors, comment l'évacuer? Nous avons une grille de lecture qu'il faudrait un jour qu'on accepte à décrypter pour faire face au terrorisme, pour faire face et pour lutter valablement contre le terrorisme, parce que malheureusement... On ne l'a pas suffisamment fait encore. On ne l'a pas suffisamment fait, et ce n'est pas pour critiquer quiconque, mais il faut dire les choses. Nous n'avons pas les éléments, nous n'avons pas décrypté. Et ce qui, depuis 2012, a été annoncé. Nous avons une feuille de route claire. Depuis 2012, Christian Cambon, vous qui présidez, alors c'est intéressant, une commission au Parlement français, vraiment, pour les affaires étrangères, la défense, les forces armées. Quand vous entendez j'imagine que vous entendez quand même souvent ce genre de discours. Où est passé l'électrochoc depuis 2012, Emera? Combien d'attentats? Je crois, maître, que vous avez raison, mais il y a une progression dans l'horreur. Car si on parle de l'attentat de Mera, on a pensé à ce moment-là que c'était la communauté juive qui était visée. On a pris des mesures. Il y avait 3 soldats, dont 2 musulmans. Après, dans justement. le premier, Imad Mziateh, pendant longtemps, on a pensé que c'était la communauté juive qui était visée. Puis après, effectivement, ça a été les militaires. Et puis au fur et à mesure, on a l'impression que le spectre de l'horreur s'élargit. Et maintenant, on voit bien qu'il y a quelque part la volonté de frapper les imaginations par la densité de l'horreur, car dans ce spectacle, ce sont des enfants, ce sont des préadolescents, ce sont des filles et des garçons de 11, 12, 13 ans. Et nous, car certes, j'exerce ces responsabilités ici au Sénat, mais je suis maire dans le Val-de-Marne, à Saint-Maurice. Notre angoisse, c'est qu'un jour, sous couvert d'une entreprise qui vient faire des travaux dans une école, quelqu'un vienne se faire exploser à 10h30 au moment de la récréation. Voilà les inquiétudes, parce qu'effectivement, le spectre de l'horreur s'est élargi et peut-être n'a-t-on pas voulu comprendre les messages qui nous ont été envoyés. Et c'est pour ça que je crois que maintenant, il faut véritablement en faire un combat, pas simplement national, mais c'est un combat mondial, parce que on ne publie pas tous les jours la liste des attentats, mais il y en a absolument partout. Aujourd'hui même aux Philippines. Et des jouets même. En Amérique latine. Il y a quelques jours en Syrie quand même, une cinquantaine de morts. Un journaliste a dit il n'y a que l'Alaska qui n'a pas été touché, sinon la totalité des pays le sont ou risquent de l'être. Alors effectivement, des attentats qui touchent la Grande-Bretagne, qui touchent Paris, c'est fort parce que le symbole de ces villes, vous dites très justement ce que vous avez écrit, est extraordinaire. Manchester, c'est aussi un symbole d'un art de vivre occidental que ces gens détestent et vomissent quand ils attaquent le Bataclan, le spectacle, les restaurants, le plaisir qu'on a à venir traîner dans ces arrondissements sympathiques du 11e arrondissement pour profiter de la vie. C'est tout ce qui le haïssent. J'aime la mort. Quel message! Et effectivement, à nous de nous mettre en action. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'à chaque fois, on a l'impression d'être en retard. Je dis, maintenant, c'est les sorties de spectacle. Va-t-on de nouveau faire passer les gens sous des portiques ou va-t-on inspecter la totalité d'un quartier? Mais demain, ce sera un marché comestible. Mais demain, vous avez des rassemblements partout et vous ne pouvez pas veiller en permanence dans un aéroport. Vous faites la queue partout. Vous pouvez faire des kyrielles de morts effroyable. Avec, donc, si on peut l'appeler ainsi, Qatar Abou Diab, un terrorisme hybride, avec des outils, des instruments pour donner la mort, comme un engin explosif, un camion ou un simple couteau, tout simplement. Oui, ce qui est grave, c'est un terrorisme qui n'a pas besoin d'un financement et qui n'a pas besoin de moyens. C'est ça qui est dangereux. Il n'y a plus besoin d'aller en Syrie. Il n'a pas besoin d'aller. Car enfin, il faut bien comprendre pour saisir ces messages que ça ressemble malheureusement à un virus qui s'installe et ça demande du temps pour trouver l'antidote. Ça ressemble à une pollution dans l'air, pollution psychique et mentale, et ces gens deviennent des gens... C'est le point le plus important. Là, et à mon avis, ce qui manque dans les sociétés, de faire de sorte d'une contre-culture et de toucher cette jeunesse et de jouer les combats
au sein de cette jeunesse. Vous parlez d'une idéologie, oui. c'est ce qu'il y a de plus dur, parce que l'idéologie ne se combat pas avec des armes, c'est une guerre qui est morale. Est-ce que vous estimez, et je vous pose à tous la question, puisque vous avez écrit également cette tribune, Nicolas Bouzou, qu'on est suffisamment armé moralement? Non, justement, je pense que, enfin, mon interprétation du terrorisme, c'est que c'est la quasi éternelle histoire de la société fermée contre la société ouverte. Donc c'est une guerre. Et on retrouve ça surtout dans les périodes de grands changements, les périodes de grandes mutations. Athènes contre Sparte, les guerres de religion à la Renaissance. Le 19e siècle, qui est un siècle de très grands changements. J'en ai parlé en prenant l'exemple de Manchester, mais qui est aussi un siècle de grande violence et de terrorisme. Le président de la République française a été assassiné par un terroriste à Lyon en 1896. Et donc, à chaque fois qu'on a de grandes mutations, eh bien, on perd en quelque sorte une partie de la population qu'il faut ramener à nous. Alors, il faut la ramener évidemment par des moyens militaires de renseignement, mais je suis entièrement d'accord avec vous. On doit construire un discours sur la société ouverte. L'Europe est un très bon terreau pour ça. Il faut reconstruire un discours qui fasse aimer l'Europe, qui fasse aimer la liberté, la démocratie, la culture, la pop musique. Mais ce sont des mots auxquels on a envie de croire, mais pardonnez-moi, face à des gens qui se donnent la mort, qui n'ont pas peur de mourir. Comment faire face à cela? C'est ce qu'il y a de plus difficile. Il n'y a pas de moyens. Il y a strictement aucun moyen. Vous savez, il y a des moyens. C'est des gens qui ont envie de mourir. Comment pouvez-vous... Il faut voir les moyens. Par exemple, il faut comparer les moyens. L'autre jour, j'ai rencontré un ami du Maroc qui travaille dans les prisons sur des cas de terroristes revenant de la Syrie ou ailleurs. À chaque cas, il m'a dit qu'il faut travailler individuellement les cas. Ça, c'est pour les gens qui ont été déjà empoisonnés. Pour les autres gens, pour cette jeunesse, pour qu'elle ne soit pas touchée, à mon avis, dans l'ancien gouvernement, par exemple, M. Hollande, ils ont créé une fondation de l'islam. Je vous donne un exemple. Ce n'est pas pour critiquer les décisions, pour critiquer. Mais je pense que ce qui manque, on ne s'adresse pas à ces gens. C'est-à-dire, on ne trouve pas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas les moyens. Ce sont les vieux qui contrôlent la vie associative et la vie culturelle musulmane en France. C'est un combat pour la jeunesse musulmane en Europe. Il faut que toute l'Europe livre ces combats. C'est un combat idéologique, un combat de développement social. Mais à mon avis, c'est pas un combat perdu. La réorganisation de l'islam, de France, l'Europe, ça, tout le monde Samia Maksouf, d'abord. S'y est penché. Non, moi, j'ai envie de dire une chose très claire, c'est que pour moi, lutter contre le terrorisme, c'est prévenir contre le terrorisme. Parce que lorsque le terrorisme est là, c'est trop tard, parce que il n'y a plus aucun moyen de dialoguer. Parce que oui, travailler sur des personnes endoctrinées, mettre 4 personnes du matin au soir pour travailler avec eux, faire de la lutte contre le terrorisme en ouvrant des foyers avec des subventions. Là, vous dites privées. que la déradicalisation, Donc, ça ne marche pas. Je dis que ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Pour moi, déradicaliser, c'est de prévenir et empêcher que des jeunes deviennent des chairs à canon et qui partent. Moi, ce qui est important, et ce que je voudrais dire, c'est à l'école, c'est dans la cellule familiale. C'est là où on peut éduquer, c'est là où on peut apprendre l'amour de l'autre. Mais lorsqu'un enfant naît dans cette... Et je parle, pardon, d'expérience. Moi, je viens d'arrêter le 14 mai et d'empêcher par la voie de la justice, et c'est la première fois que la justice s'y prononce ouvertement dans une décision de la Cour d'appel de Versailles pour retirer et suspendre purement et simplement le droit de visite et d'hébergement d'un papa radicalisé qui voulait faire une offrande de son fils aux soldats de Daesh. Donc, vous voyez, cet enfant-là, il était endoctriné. Comment voulez-vous le sauver? C'est bien sûr que bon... Ça a été un long combat de faire admettre cette décision de justice. Ça a duré 2 ans, parce qu'en première instance, le juge considérait que c'était un droit naturel et qu'on ne pouvait pas empêcher un papa de voir son fils. Quel que soit le danger pour l'enfant. Et pire encore, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on forme nos magistrats, il faut qu'on forme non seulement nos juges, mais également nos magistrats, parce qu'en première instance, la magistrate a dit on ne peut pas empêcher un papa de voir son enfant. Sauf que ce gamin-là, il devait faire partie d'un voyage. Et on avait les preuves et on les a apportées, ces preuves, devant le juge pour qu'il, enfin, décide de retirer ce droit d'hébergement et de visite. Vous voyez que nous sommes
très très loin. Parce qu'il faut faire un travail de formation, non seulement auprès de nos magistrats. La présence de Maître Maktouf est importante parce que, j'allais dire, elle nous ramène aux réalités concrètes. J'ai mis 2 ans pour obtenir ce retrait, alors que ça paraît nécessaire, obligatoire dans l'intérêt de l'enfant. Mais moi, je trouve votre témoignage est particulièrement fort. On se pose la question au jour d'aujourd'hui, comment un garçon de 22 ans, c'est un adolescent enfant qui a un peu grandi, comment un adolescent de 22 ans, un jeune homme de 22 ans, s'apprête mentalement, se prépare mentalement au sacrifice de sa propre vie. Avec joie. Quel désespoir le traverse. Et moi, je veux quand même faire le lien aussi avec d'autres causes qui sont beaucoup plus profondes et dont on n'a plus envie d'entendre parler. Un conflit au Proche-Orient qui dure depuis 60 ans, ce qui s'est passé en Irak, qui sont les officiers djihadistes? Ce sont des anciens officiers de Saddam Hussein en Irak, parce que l'Occident s'est manifestement trompé. On voit la situation de la Libye, etc. Or, tout ça enflamme des esprits ou des familles, mais surtout des jeunes, qui effectivement perdent la dimension ou ne l'ont peut-être jamais reçue. Et donc, quand ils voient ça, quand ils voient ces violences, j'entendais en venant un journaliste qui disait « Mais dans ces contrées-là, la vie d'un enfant, ça n'a aucune espèce d'importance. Les enfants sont soldats à 12 ans, à 13 ans, on leur apprend à manipuler des armes, etc. » Donc, on voit toutes les erreurs successives qui ont permis une telle dégradation. Alors bien sûr, nous avons le devoir de nous protéger, de nous défendre. Mais il faudra aller plus loin, il faudra aller beaucoup plus loin. Et il faudra effectivement que les causes, j'allais dire mentales, les causes politiques qui suscitent constamment ce regain de violence absolument invraisemblable, cessent un jour. Parce que, encore une fois, quand on voit des jeunes procéder à de tels massacres, on se demande, mais qu'est-ce qui a pu se passer dans leur cerveau d'être humain, car ce sont des êtres humains. Il faut arrêter aussi, je crois, la critique de notre propre société, parce que cette société, ces gens-là la détestent, ils la haïssent. Et je vais vous le dire comme je le pense, franchement, mais ceux de mes collègues qui participent au débat public et qui viennent nous expliquer en permanence que c'était mieux avant, que la France, c'est pas une vraie démocratie, qu'on n'est pas vraiment libre, que l'école de la Troisième République, c'était quand même le paradis, alors que maintenant, tout va à volo. Ces gens-là, qui en plus sont mal informés, qui font donc un travail qui n'est pas un travail sérieux, alimentent le sentiment selon lequel notre société, elle n'est pas bonne. Et vous voyez, c'est en cela tout à l'heure que je disais qu'il y a quand même aussi derrière cela un combat intellectuel. Cette société ouverte qu'on aime, on doit la défendre. On nourrit nos propres fragilités. Je voudrais, pour aller dans votre sens, monsieur, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus l'amour de la patrie, du drapeau. Nous n'aimons plus le pays. Parce que là, vous avez affaire à des jeunes qui sont français. Le drame qui s'est passé, c'est des gens qui sont nés, ce sont des Britanniques. Ouais. Donc vous voyez, aujourd'hui, les valeurs n'ont plus aucun sens. Savez, il faut revenir à ces valeurs-là. Pourquoi la crise d'identité devient ce qu'elle a appelé Amin Maalouf une identité meurtrière? Car c'est le repli sur soi, le manque de patriotisme. Et pour cela, je pense, lorsqu'on appelle le ministère de la Défense, le ministère des Armées, c'est une bonne chose. Il faut aller dans un sens de patriotisme. Il faut être aussi prudent, mais pour inscrire ces gens dans ces domaines. Je pense que c'est un combat intérieur ici, un combat pour résoudre les conflits. Ça, c'est très important. Sans résoudre les conflits qui représentent pour moi les racines. J'ai été en Tunisie, j'ai entendu parler beaucoup, j'ai été un peu stupéfait de l'intérêt pour les prisonniers palestiniens. Vous voyez, même en Tunisie, on s'intéresse. Ça peut être malheureusement un terreau pour le terrorisme. Je ne dis pas ça pour pardonner les gens qui vont à la dérive, mais j'explique que la situation, il y a des situations très dangereuses. La situation syrienne, la situation yéménite, libyenne, etc. On ne peut pas résoudre tout, mais à mon avis, si la position de la France en tant que telle est claire et nette, ça peut aider aussi à bien encadrer ces gens. Mais parlons-en. Par exemple, prenons le cas vraiment d'une poudrière. C'est le terrain moyen-oriental, Irak, Syrie. Alors, comment résoudre des conflits? À coups de bombes, c'est ce qu'on fait. Les terroristes sont acculés sur le terrain et pourtant, leur capacité, j'allais dire, de nuisance mortifère est décuplée sur notre sol européen. Donc, une fois que ces poches-là seront peut-être éradiquées, vous qui connaissez bien ce terrain-là, Christian Cambon, que faire après si l'idéologie elle-même n'est pas combattue? Mais dans ce cas-là, il faut que la société se défende.
il faut que la société se défende parce que pendant longtemps, nous avons un peu baissé la garde. Enfin, je veux dire, le constat, il est le même. Vous parliez à un instant des valeurs, du drapeau, etc. On ne va pas reciter parce que ça voudrait montrer du doigt tel ou tel moment, tel ou tel régime, tel ou tel... Mais on a été très imprudents, y compris au niveau européen. Et je crois que maintenant, il faut que nos pays se ressaisissent. Il faut qu'on utilise tous les éléments, toutes les armes. Les fichiers S, politique, ça en fait partie. Juridique, moral. Voilà. On sait très bien social. que le flot de réfugiés a amené quelque chose comme 4-5 000 terroristes potentiels. Rien que... Pas vraiment. On le sait. Pardon, je ne voudrais pas non, mais pointer on le les, sait. ça serait, non. Mais on ne peut pas baisser la garde. Pardon, je voudrais juste... excusez-moi, je voudrais dire une vérité. Vous savez, pour parler du Bataclan, c'est dans le cadre de l'attentat du Bataclan qu'il y a eu des terroristes qui se sont mêlés aux migrants. Mais ce n'est pas les migrants qui sont venus commettre des actes terroristes Vous avez sur le tout à fait territoire. raison. Ils profitent de la Bien situation évidemment, pour ils faire ont un profité. Mais vous avez tout à fait raison, Voilà. madame. Ce ne sont pas les C'est pas des terroristes, bien les entendu, migrants, ils sont c'est pas des venus... gens qui fuient. Ils ne sont pas venus se venger en terreur. Occident de la Voilà. situation qui leur arrivait. En revanche, on sait que des groupes et des groupuscules se sont infiltrés. Voilà, tout à fait. On en a retrouvé Ça, c'est en plus Grèce, juste. on en a retrouvé dans un certain nombre de pays. Et donc, contre cela, il faut s'organiser. Nous avons ce C'est la preuve que les terroristes profitent de tout. Oui, ben, même bien des sûr. migrants qui sont du... Il y a les fichiers à peine, S, qui il y a la n'arrivent pas à contamination au sein des prisons. On ne cesse de dire qu'il n'y a pas assez de places de prison. Il n'est pas possible, il n'est pas normal. Il faut que ça arrête très rapidement. Ça va être une feuille de route du nouveau gouvernement. Que des jeunes soient mis au contact de djihadistes au sein même de la prison. On s'aperçoit qu'il y a des contaminations qui sont réelles. Le renseignement en réagir. prison, comment se passe-t-il le renseignement en prison? On sait très bien qu'ils sont ceux qui sont sortis et ceux qui sont passés à un acte terroriste ont été formés et ont eu des mentors en prison. Je commence par Mohamed Merah, par Koulé Mais tout à Kouachi, fait. la liste est très longue. Et il faut Donc, aussi former dans des les gardiens de prison il faut qui garder- comprennent les langues Voilà. qui sont pratiquées dans ces pays. Ça passe par ce C'est genre même de pas des choses. langues, non, monsieur. Et ça Ce existe sont des aussi, ça Français. existe aussi, madame. Ce sont des J'ai la Français. prison de Fresnes dans mon Mohamed Merah département. ne parlait pas la langue arabe. Oui. Ce sont des Français. Donc, vous voyez, pardonnez-moi, Bien on sûr, se bien trompe sûr. de discours quand on dit il faut apprendre la langue arabe aux gendarmes. Non, c'est des Français, ils parlent français. Ce qu'on leur a pas appris, c'est le décodage. C'est comment décoder cette culture de la mort. C'est ça ce qu'on leur demande. Madame. Mais c'est des Français qui sont nés sur le territoire français. Mais bien sûr, nous avons ce phénomène, mais on sait aussi qu'un certain nombre d'opérations ont été pilotées depuis le Moyen-Orient, on le sait. Ouais. Les services de renseignement dont nous demandons ici au Sénat, et comme partout, et sur tous les bancs de la politique dans ce pays, nous demandons le renforcement et une meilleure coordination des dispositifs de renseignement. De la même manière, et ça va être un problème qui va se poser à nos amis anglais qui sont engagés dans une démarche de Brexit, de quitter un certain nombre d'institutions, il va bien falloir que l'on revienne sur le plan de la sécurité, sur le plan de la défense de notre continent, de nos valeurs, de notre civilisation. Eh bien, il va falloir qu'on revienne à des coordinations peut-être encore plus serrées. La ministre de l'Intérieur anglaise disait au lendemain de l'attentat à côté de Westminster, nous avons une des polices les plus sûres. Malheureusement, les faits démontrent, du reste, ils ne démontrent rien du tout. Ils démontrent simplement que les attentats rien n'est sûr peuvent intervenir n'importe où et nous-mêmes, en sortant de cette pièce, on peut en être victime. Puisque vous parlez de valeurs, je voudrais qu'on écoute le président de la République qui a insisté sur ce point, les valeurs et puis la solidarité déjà européenne. On l'écoute. Je veux ici rappeler que la mobilisation du gouvernement est entière dans la lutte contre le terrorisme. Dès la semaine dernière, j'ai tenu un conseil de défense après le premier conseil des ministres afin que l'ensemble, justement, des différentes situations soit suivi. Demain, nous tiendrons un nouveau conseil de défense qui permettra d'avancer sur la constitution d'une task force anti-Daesh, sur la plus grande coordination de nos services de renseignement et le renforcement des moyens qui sont d'ores et déjà déployés. Voilà, il y a les mots, il y a l'action en matière de renseignement. C'est vraiment l'épine dorsale de la lutte contre le terrorisme. Mais je voudrais qu'on conclue sur un phénomène qui est probablement le défi des prochains mois, des prochaines années. Samia Maktouf, c'est le retour. Ceux que l'on appelle les revenants. Ces combattants en Syrie et en Irak qui reviennent déjà sur le sol français, sur le sol européen, dans d'autres pays, notamment en Tunisie. Alors c'est face à eux que le problème est énorme. Ce sont des gens qui ont probablement combattu. Alors là, la mort, ils l'ont côtoyé de très près, ils l'ont même donné. Et ces gens-là, eh bien, ils vont venir sur le sol avec probablement tout un processus judiciaire, de prison. Mais un jour, ils seront libres.
Et c'est dans les têtes avant que la d'être question se libre, pose. avant d'être libre, il y a un problème très très important juridique et judiciaire qui se pose. Alors, il faudrait d'abord rappeler qu'il s'agit d'enfants nés dans des États, c'est des non-États. Puisque Daesh n'est pas un État, et donc un enfant qui est né là-bas, parce que la maman a rejoint le combattant et ils ont mis au monde un enfant. Cet enfant n'est pas reconnu par ce non-État qui est Daesh. La France ne reconnaîtra pas, bien entendu, si tant est qu'un certificat soit donné. Après, le problème qui se pose, ils sont de deux natures. Il y a des mamans qui souhaitent revenir aujourd'hui. Moi, j'ai été contactée par 2 grands-parents dont les belles-filles veulent rentrer avec les enfants. La France n'est pas armée aujourd'hui, pardon Maître, pour ce l'expression. sont des mamans sûrement, mais une question des victimes qui ont rejoint leurs compagnons djihadistes ou des sœurs de Daesh, comme on les Ou des appelle. complices. Non, mais Ou des peu complices. importe. À partir du moment où ces mamans veulent revenir, il faudrait que l'État s'organise pour les faire revenir. Alors, que se passe-t-il lorsque ces mamans reviennent avec les enfants? Elles sont, et elles acceptent, hein, et les grands-mères, les grands-parents disent « nous préférons les voir en prison en France que là-bas sur le... » Il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix. En Mais France, le ce sera en problème, et prison. c'est là où je voulais en venir, c'est le sort des enfants. Quelle est la faute, quel est le tort de ces enfants d'être nés de parents qui ont choisi d'aller combattre et renforcer les rangs de Daesh? C'est pour ça qu'aujourd'hui, le problème auquel la France va être confrontée, c'est le sort de ces enfants qui sont nés de 2 parents français, que lorsque la maman sera sur le territoire français, elle sera judiciarisée et crouée, mais l'enfant, il ne faut pas qu'il soit confié à un foyer. Est-ce qu'on connaît le nombre de ces enfants alors, sans patrie, sans nationalité? Le chiffre qui est avancé, c'est aux alentours de 500 personnes à peu près, mais 300 enfants. Mais le problème, c'est qu'un cadre juridique doit leur être réservé. Et si les grands-parents, et il y a un combat qui est aujourd'hui, je voudrais le rappeler, mené par des grands-parents qui considèrent que ces enfants doivent être élevés par eux pour ne pas faire d'autres Mohamed Merah grandissant dans des foyers. En tous les cas, autant de défis. Je vais vous laisser Moi, je conclure pense que les chacun une revenants, phrase. pour les revenants, ils sont des gens irrécupérables. Les gens qui sont restés jusqu'à maintenant avec Daesh ne sont pas des gens qui peuvent être acceptables. Je pense... Mais s'ils sont français, vous ne pouvez pas leur dire « je vous reçois oui, pas ». mais je dis, la réalité... Mais c'est un véritable problème. C'est un véritable problème parce que... La réalité est très dure, mais il vaut mieux qu'il soit liquidé là-bas. Je parle en tant qu'avocate. Ce sont des ressortissants français. La France doit clarifier le cadre. Clairement, pour des gens comme ça, il faut qu'ils soient éliminés. Il faut qu'ils soient éliminés. Neutralisés. Moi, c'est pas ma décision, mais je pense que... Moi, c'est une avocate qui parle. C'est une avocate qui parle. Je ne peux pas avancer le terme que vous avez utilisé, qu'il faudrait... Bien sûr qu'ils ont fait des choses impardonnables, horribles, criminelles, mais la différence, vous savez, la différence entre la France et Daesh, c'est que la France est un État de droit. Oui. C'est ça ce qui est Mais on sait que la France, une on l'a su dans un livre, elle a neutralisé ces djihadistes sur place. Il faut régler le cadre. Vous avez tout à fait raison, puisque c'est votre métier, c'est votre vocation. Il faut bien qu'il y ait des gens aussi qui donnent la dimension humaine. Mais il faut aussi comprendre qu'un pays ne peut pas accepter de voir une partie de ces jeunes ou moins jeunes partir pour aller organiser le djihadisme, le terrorisme avec les attentats d'épouvante et les regarder revenir. Non, ça, et leur c'est dire, moral. écoutez, Ça, c'est des questions morales. Ça, on va vous faire un petit séjour pour voir si vous êtes bien dans les clous, etc. Nous, personnellement, on est plutôt sur la ligne de ne plus réaccepter ces gens qui se sont malheureusement illustrés dans le crime. Nicolas Bouzou, un mot pour conclure. Manchester, un mot. Non, je voudrais réagir 30 secondes sur le terme de la première ministre britannique qui dit, c'est quelque chose que j'entends souvent, ce sont des gens lâches. Je n'aime pas qu'on soit imprécis sur les termes. Se faire sauter, c'est pas de la lâcheté. Si on qualifie mal nos ennemis, je pense qu'on aura beaucoup de mal à les combattre. Ce ne sont pas des gens lâches. S'ils étaient lâches, ce serait sans doute plus simple. L'importance des mots pour combattre, ça commence déjà par ça. Merci en tous les cas pour ce débat et vos analyses. Merci à vous.